messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Face à Face qui reçoit pour ce présent numéro le président du mouvement patriotique nigérien, le MPN Kishinkasa, votre invité, et donc le président Ibrahim Yakuba. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité à votre émission. Je vous en prie. Je rappelle aussi que depuis votre éviction du gouvernement et le départ du mouvement politique que vous dirigez, de la MRN, la majorité donc actuelle, vous êtes président du Front patriotique. C'est cela? C'est cela depuis le 9 juin 2018. Alors, monsieur le président, plus haut, je parlais d'éviction du gouvernement. Est-ce que c'est le mot juste? Bon, je ne sais pas. Vous savez, il faut suivre chaque point d'histoire. Il a un processus, il faut suivre. Oh, ouais. Nous sommes arrivés au gouvernement avec ce parti, avec cette majorité-là en 2016. Et à partir de 2017, nous avons refusé de nous taire par rapport à certaines choses, notamment la question du code électoral. Nous étions dans la majorité bien avant tous les partis au Niger, bien avant même les partis de l'opposition. En avril 2017, lorsque ce code était au niveau d'avant-projet, nous avons écrit au Premier ministre. Déjà, en avril 2017, et nous étions dans la majorité, pour lui dire que nous considérons qu'ils sont en train de préparer un projet néfaste pour la démocratie du Niger et pour la stabilité, et que de toute façon, nous, en tant que parti, on était un des partis de la majorité, mais que nous n'entendons pas nous taire, nous allons nous battre pour que ce code ne puisse pas être voté tel qu'il était. Ça, c'est avril 2017. Ils n'ont pas réagi. En mai et en juin 2017, nos députés ont fait une pétition pour dire que nous restons encore sur nos positions et que nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les risques, sur les menaces sérieuses que ce code-là allait créer. Parce que dans un régime démocratique, le seul moyen de changer ou de sanctionner les acteurs, c'est les élections. Mais il faut qu'elles soient transparentes, inclusives et honnêtes. Et à la matière, au Niger, nous avons une tradition plus ou moins bien établie depuis 1993 qui faisait que tous les acteurs étaient dans le processus et qu'ils étaient plus ou moins d'accord avec les résultats. Mais eux, ils veulent briser cette tradition, ils veulent organiser des élections qui ressemblent aux primaires de leur parti. La CENI qui est en place, elle est juste bonne pour organiser les primaires de ces partis. Elle ne peut rien faire d'autre, elle n'est ni indépendante ni légitime. Elle reçoit d'ordre de quelqu'un qui est possiblement candidat de leur majorité aux élections. Donc nous étions à la majorité, nous sommes opposés. Ça c'est 2017. Et le 31 décembre 2017, à l'anniversaire, vous étiez à Dosso. Vous m'avez entendu dire ce que j'ai dit. Absolument. J'ai dit qu'on méritait mieux que ce régime et que ce qu'il produisait. Et j'avais dit que tant que nous proclamions simplement par la bouche que nous voulons améliorer les conditions de vie des populations, les gouverner mieux, alors qu'à côté, nous étions en train de créer, d'entretenir la corruption, le népotisme, de briser les droits et les libertés, cela ne produit rien. J'étais ministre des Affaires étrangères. J'étais dans la majorité. C'était 31 décembre 2017. Donc nous avons une trajectoire très claire. À partir du moment où nous sommes venus dans cette majorité, nous n'avons pas voulu nous comporter comme si nous étions dans leur parti. Si nous étions dans leur parti et que si nous devions nous comporter comme leur parti, on n'avait pas besoin de créer le MPN. Donc nous avons gardé une ligne, nous avons gardé une indépendance qui a abouti à ce qui est arrivé le 13 avril. Au demeurant, vous êtes peut-être le seul. Personne n'était surpris que le Premier ministre nous appelle et qu'il nous dise le président, compte tenu de certaines informations. Lorsque j'ai pris le papier devant lui pour écrire que j'ai démissionné et que j'ai retiré le parti de la majorité, il a dit, ah bon, tout est préparé? J'ai dit, bien sûr. Nous savions ce que nous faisons. Lorsque le 3 avril 2018, il faisait l'inauguration de l'échangeur et que nous, en même temps, le président de la République, nous, en même temps, on fait une déclaration à la même heure pour dire que ce code-là est un code de fraude et que ce gouvernement-là prépare la fraude, mais ce sera qu'ils nous affronteront et que les Nigériens n'accepteront pas. Nous savions ce que nous faisons. Donc nous sommes totalement conscients de ce que nous étions en train de faire. Le MPN était déjà préparé à ce qui devait arriver. Moi, j'avais le mandat de sortir le parti de la majorité tant qu'il ne révisait pas le code électoral. Et moi, je savais qu'il n'allait pas le réviser parce que le code, là, c'est une provision pour eux, pour gagner les élections. C'est un régime totalement impopulaire, en rupture avec le peuple. Ils n'écoutent pas le peuple nigérien. D'ailleurs, ils ne le connaissent plus maintenant. Ils ne se préoccupent plus de la situation du peuple. Et ils veulent garder le code comme provision pour garder les élections. Pour les décrocher de cette provision si précieuse, il faut vraiment se battre vigoureusement. Nous, le MPN, là, on aurait pu faire comme les 58 autres partis de la majorité. Vous couchez. Nous coucher, nous taire, applaudir et dire oui, tout va bien. C'est pas vrai. Rien ne va bien dans ce pays. Et il faut que des hommes et des femmes se mettent devant
et qu'il s'oppose à cela. Donc nous sommes dans une trajectoire bien connue, bien précise, bien visible et lisible par tous les Nigériens, et il faut la remonter à avril 2017. Puis il y a eu beaucoup d'épisodes où jamais, à aucun moment, nous n'avons varié de notre position. J'ai la conviction que ce système est très nuisible et nocif pour le pays. Il faut se battre pour le renverser démocratiquement. Très bien, Monsieur le Président. On va retourner en arrière, on va commencer, on va dire comment êtes-vous arrivé à la politique? Vous étiez un acteur de la société civile connu, très populaire. Comment vous êtes arrivé à la politique? Peut-être par hasard. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais programmé que je serais dans la politique. Je dois dire la vérité. Souvent, les acteurs ou les leaders ont tendance à dire que tout est programmé, que tout est prévu. En vérité, moi, j'ai commencé à aller dans la politique à partir de la transition du général Salou. Lorsque j'étais arrivé au CCN et que j'avais compris que les défis, les débats, les enjeux étaient politiques, vous avez remarqué qu'à ce moment-là, je m'étais mis en retrait du syndicat et je m'étais consacré à une tâche qui était très politique. Oui, absolument. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à m'intéresser à la question politique, à comprendre ce qui était en train de se faire et puis à l'influencer à partir de la position que j'occupais à l'époque. Moi, je suis un homme de gauche, un homme progressiste. Mes convictions sont des convictions sociales et progressistes que j'ai partagées pendant le mouvement syndical. Absolument. Et peut-être naturellement, je suis allé à un parti qui, peut-être pour beaucoup, on pensait qu'il était un parti progressiste à ce moment. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu ces liens-là à cette époque-là. Mais en tout cas, je n'ai jamais varié de mes convictions progressistes depuis. Alors, quelle a été votre porte d'entrée au PNDS? Alors, vous avez un parent? Non, j'ai eu des amitiés, mais je ne sais pas s'il faut les citer ici, ça peut peut-être les gêner. Mais j'ai eu quelques affinités avec certains camarades du PNDS avec lesquels nous avons échangé. Et nous avions échangé d'ailleurs avant que je ne sois de la transition. Je crois avec le président Bazoum notamment, non? Bon, en tout cas, moi, selon mes informations, je ne citerai pas, mais j'ai eu quelques amitiés avec certains camarades avec qui nous avions partagé certaines discussions politiques à un moment, et c'est comme ça que... Mais on dit que vous avez été embauché au PNDS à cause de vos qualités d'orateur et puis votre popularité de l'époque en tant qu'acteur de la société civile. Mais pendant la transition, hein. Ils peuvent le faire, ils ont raison de recruter. Un parti recrute des talents s'ils m'ont recruté sur cette base. Est-ce que c'est le cas, est-ce qu'on vous a recruté franchement? Moi, j'ai discuté avec des gens et j'étais sur certaines lignes politiques avec eux, totalement en accord avec eux, à cette période-là où je croyais sur les principes que les gens mettaient en avant dans les discussions que nous avions. Moi, j'avais des convictions et ces personnes-là, ils les partagent souvent, en tout cas par ce qu'ils disent. Ils partagent ces convictions-là. Maintenant, de la réalité, on s'est rendu compte que c'est totalement très éloigné de ce qu'ils disaient ou de ce qui était proclamé dans leurs écrits. Mais moi, je suis allé sur la base qu'il est important de militer dans une formation progressiste parce que c'est de ça que le Niger a besoin aujourd'hui. Est-ce qu'il est juste de dire que vous avez œuvré au CCN pour l'arrivée du PNDS au pouvoir? Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Je veux dire, vous n'avez pas, enfin, on va dire, travaillé pour que le PNDS arrive au pouvoir en 2011? J'ai assumé mon rôle avec une grande loyauté, une grande intégrité. Ce que je devais faire au niveau du CCN, je l'ai fait. Au demeurant, c'était un travail public puisque je devais toujours rendre compte des décisions que nous avions arrêtées la veille. Je rendais compte le matin devant le Conseil consultatif national et à aucun moment je n'ai été prise au piège de l'impartialité ou de la déloyauté. Donc vraiment, pendant la transition, vous avez été juste avec tous les partis politiques. Je pense que la transition s'est déroulée comme elle s'est déroulée et chacun a joué son rôle. Monsieur le Président, en tout cas, on peut dire que vous êtes passé à un moment donné du fils prodige à l'enfant, on va dire l'enfant banni. Franchement, aujourd'hui, vous êtes ça au Nigeria. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre vous et le président de la République, qui semblait vous garder vraiment en très haute estime? Mais on disait même que vous étiez son dauphin. Moi, je ne sais pas qui est le dauphin de qui. Moi, j'ai une trajectoire de laquelle je n'ai pas varié. Lorsque moi, je suis allé dans ces partis-là, je vous ai dit pourquoi, il y a des convictions que j'ai partagées. C'est que vous avez gravi trop vite les échelons. Oui, mais je ne sais pas comment ça se fait. Il faut peut-être interroger les acteurs ou l'histoire. Mais à la fin, lorsqu'ils m'ont inscrit, ils ont dit qu'on n'était rien du tout. On va en venir. Mais là, présentement, vous étiez vraiment
pour gravir les échelons au PNDS tel qu'on le connaît, il faut vraiment avoir la cote chez le président de la République. Ah bon, donc il faut lui poser la question, pourquoi moi j'ai eu ce parcours-là? Moi j'ai fait à chaque moment... C'était fluide, hein? Ah oui, à chaque moment de mon histoire, moi j'ai fait ce que je dois faire, j'ai mis toute mon énergie, tout mon engagement. Maintenant, il faut leur demander comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'ils me trouvaient de si particulier pour que je puisse être à ce niveau-là de cette manière telle que vous la décrivez. Ce n'est pas à moi de dire quels sont mes talents, qu'est-ce que j'ai fait, ce serait totalement pas modeste de mon point de vue. Mais c'est à eux de répondre pourquoi et comment c'est. Moi, je suis arrivé au CCN, j'ai assumé mes rôles de rapporteur général. Lorsque je suis arrivé au gouvernement, en tant que ministre des Transports, j'ai mis aussi beaucoup d'énergie pour que ça soit un ministère utile pour le pays. Et lorsque j'ai été appelé au cabinet du président de la République, j'ai fait mon travail, je l'ai soutenu fortement. Je suis même sorti souvent prendre la parole pour dire ce que je croyais être la vérité. Et à plusieurs reprises, tant que je croyais que c'était vrai, tant que je croyais que les gens œuvraient pour le pays, je suis prêt à les soutenir. Mais à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus d'artifices que de réalité, il faut s'arrêter et s'assumer. Nous, l'histoire ou mon parcours personnel, là, je ne l'ai pas dicté. Moi, j'ai été exclu de ces parties-là. On va en venir. Voilà, donc, il y a des gens qui doivent répondre à... Très bien. Mais est-ce qu'entre vous, d'homme à homme, entre Mohamed Issoufou et Ibrahim Yacouba, il y a eu un couac? Mais moi, je ne sais pas. En dehors de ce que vous avez déjà dit sur la trajectoire qui vous a amené à être exclu du gouvernement, de toute façon, vous vous y attendiez. Mais moi, je n'ai pas de couac avec des individus, j'ai des couacs avec un système et une organisation. Ouais. Vraiment, je n'ai absolument eu de couac avec personne, moi, dans mon parcours politique. J'ai eu des désaccords avec une organisation ou avec un système, et c'est ça qui continue jusqu'à présent. Nous sommes en confrontation avec un système nuisible pour le Niger. Sur les réseaux sociaux, on a vu au lendemain de votre départ du gouvernement, on a dit que bon, vous auriez en tant que chef de la diplomatie nigérienne dit du mal du président et du régime à des diplomates étrangers. Bon, ça, je trouve ça un peu dérisoire, non? Et je pense que si je devais dire du mal pendant que j'étais ministre, je me retirerais. Moi, mes positions, je ne les cache pas. La preuve, nous étions à la majorité. Pourtant, nous avons écrit par 3 fois et nous avons fait des déclarations publiques pour dire que ce gouvernement avait un très mauvais projet. Donc, si je devais dire du mal du président ou de quelqu'un à la position que j'occupais, je m'en irais. Et je trouve ça totalement dérisoire. Au fond, ce n'est pas les personnes qui comptent de qui que ce soit, c'est le Niger qui compte. Absolument. C'est la loyauté à l'État du Niger et au peuple nigérien qui compte. Et moi, je reste sur cette loyauté-là par rapport à des individus. Est-ce que vous pensez, même si vous allez me dire que ce n'est pas à vous de répondre, je vais quand même vous la poser, est-ce que vous pensez que c'est une décision du président ou bien des ténors du PNDS? Votre départ, ils en avaient marre de vos critiques. C'était un peu le truc Hamal, hein, non? Mais ils ne supportent pas la critique. Et ils n'ont qu'une solution, souvent, c'est de dire il faut éjecter les gens. Mais nous étions... C'est la solution extrême qu'ils prennent chaque fois. Mais ce n'est même pas une solution extrême, c'est une solution de facilité. Parce que le problème, vous ne le résolvez pas. Oui, il y a une vraie crise, il y a une vraie question, il y a une vraie interrogation sur votre honnêteté et sur votre franchise à mener un processus électoral clair pour le Niger. À cette question-là, ils ne répondent pas. Et ils ne répondront pas tant que nous ne les contraignons pas à cette réponse-là. Donc c'est une solution de facilité et puis il n'y a rien de surprenant. Nous savions ce que nous faisions. Absolument. Nous savions ce que nous faisions. Oui, notre parti, on s'est réunis à plusieurs reprises et la question était simple. Ou le code électoral change, ou nous quittons la majorité. La majorité, oui, mais pourquoi nous accompagnerons des gens qui ont un projet contre le peuple nigérien et contre la démocratie? Nous ne le ferons jamais. Si les autres s'en accommodent, grand bien leur en face. Mais nous, notre ligne est très claire. Lorsque nous avions soutenu le président Issoufou, c'était 2 paragraphes, vous aviez votre équipe là-bas. On va revenir, je préfère que vous n'en parlez pas. C'est d'ailleurs, on est déjà arrivé. Alors, on va dire que vous avez été éjecté du PNDS, on va dire sans ménagement. Je crois que certains étaient... Enfin, en tout cas, vous avez été éjecté sans ménagement du PNDS. Et pourtant, vous avez soutenu le président de la République au 2e tour en 2016. Je vous dis franchement la vérité, je crois que vous le savez, beaucoup de Nigériens soit ne comprennent pas, ou carrément certains sont extrêmes, ils ne vous le pardonnent même pas. Bon, Dites-leur aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, les Nigériens doivent savoir ce qui s'est passé, et ils le savent. Non, en dehors de la déclaration qui a été rendue publique, franchement. Mais c'est le processus démocratique au niveau de notre parti. C'est notre parti qui a décidé. Si moi, mon point de vue devait être pris en compte, on allait dire, bon, peut-être qu'Ibrahim veut se venger, il est fâché, parce que ce que vous ne dites pas, ils m'ont insulté.
Bon, enfin, on va pas revenir sur ça. Ils m'ont dit que je n'étais absolument rien. Donc si je devais m'accommoder de ma personne, ce aurait été notre décision. Non, c'est le parti. Démocratiquement, notre parti, il s'est prononcé en 9 jours, à l'intérieur du pays, à l'extérieur. Nous avons donné la parole aux militants et ils ont dit qu'on soutiendrait le candidat du PNDS. Et lorsque nous sommes venus, nous avons dit que nous les soutiendrons juste pour une raison, la stabilité, en espérant qu'il allait contribuer à la stabilité et au renforcement de la démocratie. C'est cela notre processus. Il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas de choses derrière. Au demeurant, l'histoire a produit des cas comme ça. Avant nous, des partis ont été déterminants dans le soutien du président Issouf. Ils l'ont quitté parce qu'ils considèrent qu'il était déjà dans une trajectoire qui ne leur correspondait pas. Ils ont été même plus déterminants que nous à cette époque-là. Donc il arrive que lorsque les organisations politiques prennent des décisions et qu'après, lorsqu'ils se rendent compte que le partenaire n'est plus digne de confiance et n'a plus la capacité de tenir les engagements ou les promesses qu'il avait tenues auparavant, que les partis se démarquent et prennent une autre position. Mais le pire, c'est l'hypocrisie et la malhonnêteté. Le pire, ce n'est pas le courage et l'audace, ce n'est pas la sincérité, ce n'est pas ce que nous avons fait. Le pire, c'est la malhonnêteté et l'hypocrisie de toutes ces organisations politiques qui accompagnent un gouvernement dans lequel ils ne participent pas à la production des politiques publiques ou des décisions, mais ils l'accompagnent simplement parce qu'ils gagnent des rentes, et en espérant même que ce gouvernement puisse tomber et qu'il puisse se mettre à côté après. C'est ça le pire. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est totalement différent, c'est vertueux. On ne s'est pas comporté comme tous ceux-là qui se plaignent avec vous lorsqu'ils vous reçoivent dans les salons ou lorsqu'ils vous appellent au téléphone pour dire que ce gouvernement ne les respecte pas, il va se casser la figure en cours de chemin, mais vous savez, Momo, on a un peu peur, pour le moment, on ne dit rien. Mais ils sont là dans la coterie, ils ne disent rien, ils les accompagnent. Nous, on aurait pu le faire, mais on aurait été totalement indigne de notre projet et des valeurs que nous portons. Nous avons voulu être clairs. Nous sommes certes jeunes dans la politique, mais notre choix, c'est d'être clairs. Vous savez, le MPN, lorsqu'il a été créé, c'est dire que nous allons porter le changement, quelle que soit la dureté, quelle que soit la longueur du chemin, nous le porterons. Et c'est ça que nous avons fait. Lorsque nous nous sommes rendus compte qu'il porte un projet qui est contre nos valeurs, on s'est opposé. On est le seul, avant même les partis de l'opposition. Depuis qu'on était en avant-projet, on s'est opposé. Et on n'a pas changé de iota, on n'a pas changé de comportement. On a continué à poser des actes publics, plus ou moins forts, jusqu'au moment, en avril, où on a dit, ou vous révisez le code, ou on le fera sans nous. Donc c'est une trajectoire assumée, et c'est une ligne totalement assumée, et c'est la ligne de l'intégrité. Donc les questions, il ne faut pas nous les poser à nous qui avons eu le courage de dire ce que nous pensions pendant que nous étions à la majorité, et qui avons quitté cette majorité. Il faut les poser à toutes ces organisations, à tous ces leaders-là qui aspirent à diriger le pays, mais qui sont d'accord d'accompagner dans le silence, et souvent dans la captation de quelques rangs, un gouvernement qui est en train de faillir dans tous les domaines de la vie économique, sociale et politique. Effectivement, si, au vu de ce qui s'est passé récemment, on peut comprendre votre décision de 2016. Mais c'est très clair pour nous. Ouais. Vraiment, c'est très clair. C'était un choix politique, vous n'avez pas mis en avant, vous ne voulez pas vous venger, non, c'était pas question de... Non, si je devais me comporter comme simplement un individu, comme quelqu'un qui était dans un rapport de vengeance, de colère, mais j'ai écouté tout ce qu'ils ont dit. Ils l'ont diffusé 23 fois selon un journal de la presse écrite, dans toutes les langues. J'ai entendu que je n'étais rien, que j'étais un parvenu, qu'ils m'ont fait et que je devais leur être reconnaissant éternellement et que je n'étais absolument rien. Je n'ai jamais répondu. Vous-même, vous avez demandé à ce que je réponde. Absolument. Je n'ai jamais dit un seul mot. Parce que pour moi, lorsqu'on est un homme d'État, lorsqu'on est sérieux avec ce qu'on a fait, il faut assumer ce qui s'est passé et puis avancer. Donc, je n'ai jamais commenté ce qu'ils ont dit, je n'ai jamais dit. Et lorsque nous étions arrivés au deuxième tour et qu'ils nous ont appelés, mais c'était notre plus grande satisfaction. Ah, c'est eux qui vous appelaient, hein? Appelés, il faut leur demander. Et comment ils nous ont appelés? Et comment ils nous ont appelés? Quelle satisfaction pouvions espérer, nous qui ne tuions rien, qui étaient juste des gamins, des gosses, des femmes qui nous comprenaient, qui s'amusaient? C'est ce qu'ils ont dit. Et vous devez avoir besoin de ces gens-là. Mais nous sommes venus, on a dit au parti, prenez la décision qui convient. Moi, je n'ai pas pris part. Vous avez tous les processus étaient très ouverts. Parce qu'au niveau du MPN, il n'y a qu'un seul lien. Tous les hommes et les femmes que vous voyez là, c'est la démocratie. C'est-à-dire que celui qui est à l'intérieur là, il sait ce qu'il va faire. D'ailleurs, lorsqu'on avait quitté la majorité, parce qu'ils étaient totalement ignorants du fonctionnement démocratique, qu'ils ont perdu, ils ont pensé que c'est une décision que moi, Ibrahim, j'ai prise en venant dans le bureau du Premier ministre. Et on a commencé à faire des communiqués. Oui, Ibrahim n'a pas prévenu. Bon, ils ont vu les résultats. Ils ont vu les résultats. Les militants savaient ce qu'ils faisaient et on l'a assumé. Alors, Monsieur le Président, malgré toutes ces péripéties, comme vous dites, vous êtes un jeune politicien.
Vous êtes quand même installé solidement à la tête d'un mouvement politique qui a surpris lors de sa première expérience électorale. Oui, l'UMPN a surpris, franchement. Oui, c'est vrai, mais on aurait pu faire plus. Notre potentiel était plus important, mais vous savez que les élections étaient telles qu'elles se sont passées. Au Niger, et d'ailleurs nous l'avons dit maintenant dans le document de l'opposition, au Niger, un président peut être élu avec des milliers de voix fictives. Il y a des zones, des régions entières où on ne vote pas, où on amène un véhicule et une Kalachnikov et quelqu'un écrit un PV où il donne des milliers de voix à quelqu'un et il peut être élu. Et puis ça marche. Et puis ça marche. On le sait. Ça fait des années, on le sait, il faut l'arrêter. Donc notre niveau de résultat aurait été plus important. Mais je suis extrêmement fier de ce que les camarades du MPN ont fait. Ça a surpris tout le monde et ça a montré qu'en 57 jours, parce que vous savez que nous c'était énorme. C'était 57 jours qu'on est arrivé à ce niveau, puisque il y a eu 1 ou 2 mois où on a tout fait pour créer un parti politique, ils ont refusé. Vous connaissez un peu l'épisode. Donc nous étions très fiers de ce que les militantes et les militants du MPN ont fait. Et c'est pour cela que nous leur sommes redevables et c'est pour cela que nous payons ce prix-là par une démocratie à l'intérieur du parti. Par le fait que contrairement à tous les leaders qui en allant voir un des candidats ont dit sur place je vous soutiens, moi je n'ai jamais dit ça. Lorsque les 2 candidats m'ont approché, je leur ai dit le parti tranchera et je reviendrai à vous pour vous dire ce que le parti a décidé 9 jours. Et après j'ai appelé les 2 partis pour dire finalement notre parti soutiendra le candidat du PNDS. J'étais incapable sur place de dire que je vous soutiendrai, je sais que ça ne marchera pas. Mais il faut le faire, Ensuite, lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, nous sommes comportés différemment des autres. Vous avez vu, on était la 3e organisation de la mouvance. Mais en termes de camarades qui étaient nommés, on avait 7 ou 8. Je ne suis jamais allé négocier le poste de quelqu'un. Je vois comment ils font, comment ils rampent, comment ils viennent, il faut nommer ça. Ils sont même convaincus que la survie et la prospérité de leur parti dépendent du nombre de gens qui sont nommés à des postes justés. Je n'ai jamais négocié un poste. C'est aussi terrible que ça. Hein? Absolument. C'est leur conviction, ils sont profondément convaincus. La prospérité, la rente qu'ils peuvent gagner, tout ce qu'ils peuvent capter pour leur parti dépend du nombre de personnes qu'ils vont nommer. Et c'est pour ça qu'il y a des nominations à l'appel. Nous, on aurait pu, on était 3e dans le mouvement. Mais en tout et pour tout, on a eu 7 camarades qui ont été nommés et je ne suis jamais allé m'asseoir chez quelqu'un pour dire je voudrais que vous nommiez celui-là. Parce que je sais ce que je veux dans cette politique-là. Ce que je veux, c'est être capable de dire mon point de vue à un moment précis. Ce que je veux, ce n'est pas me fondre dans le parti en place. Parce qu'il y en a dont le comportement, à partir du moment où ils le font, je pense qu'ils mériteraient mieux de se fondre dans le parti État et puis de continuer leur bonhomme. Le parti État. Mais c'est un parti État. Ils confondent le parti avec, ils confondent le gouvernement avec le parti, ils confondent l'Assemblée avec le parti, ils confondent la présidence avec le parti. Nous sommes dans le règne d'un parti État. Il n'y a absolument aucune possibilité pour qu'un Nigérien qui décide de ne pas être dans ce parti ou qui ne veut même pas avoir d'opinion politique, d'être un responsable administratif, d'avoir des marchés. Il n'y a pas de droit social, économique, politique à qui que ce soit qui n'est pas dans un parti. C'est ça la définition d'un parti État. L'autre définition, c'est que le parti est capable et il pense qu'il est en habilitation de transposer son point de vue, son idée sur la gouvernance de l'État. Vous avez vu? Est-ce qu'il y a un secteur qui leur échappe, auquel ils n'ont pas imposé leur point de vue? Les chefs traditionnels, ils les menacent de révocation, vous faites ça, nous vous enlevons. Les étudiants, ils ont brisé le mouvement étudiant. Ce mouvement historique qui a participé à la démocratie, parce que simplement, ils le considèrent plus qu'un adversaire, qu'un partenaire avec lequel ils parleront de l'école, qui est si importante dans l'économie et dans le projet de développement d'un pays. Regardez les partis politiques, comment ils s'acharnent à briser, à concasser, à diminuer les partis, en ne tirant pas les leçons de l'histoire. Parce que l'histoire a produit des moments où des déclarations se faisaient à l'appel à la télé sans qu'il y ait un impact électoral. Absolument. Il n'y a aucun domaine qui échappe à ces partis-là. Ça s'appelle parti-État et c'est pour cela que nous les combattons. Parce que nous sommes dans un régime multipartisan pour lequel les Nigériens se sont mobilisés. Ils ont réussi quand même à anesthésier les Nigériens, à leur faire peur. Toutes les fois que nous parlons, que nous faisons des activités, les gens ils disent « Ah mais vous n'avez pas peur ?» Mais nous sommes dans une démocratie quand même, qui nous permet de dire ce que nous voulons, qui nous permet de dire et de critiquer ce que le gouvernement fait. Toutes les fois que le gouvernement va poser un acte, nous sommes en droit et même en devoir de l'apprécier. S'il est bien, nous le soutiendrons. S'il est mauvais, nous le critiquerons. Mais les Nigériens ont même perdu cet aspect-là. Ils sont arrivés à s'auto-infliger une censure qui est
contre-productive pour la démocratie ou même pour l'épanouissement individuel et collectif. Donc c'est cela le système aujourd'hui et c'est cela que nous combattons de manière très claire. Monsieur le Président, depuis 2016, depuis la surprise de 2016, qu'est-ce que le MPN a acquis de plus? Mais nous avons mûri, nous avons commis certaines erreurs, nous en tirons les leçons et nous les intégrons. Nous avons appris aussi beaucoup de notre participation au gouvernement. Nous avons beaucoup appris des relations que nous avons avec les acteurs et les partenaires internationaux et nous connaissons plus le pays Niger qu'avant. Lorsque nous étions en campagne, c'était en quelques jours. Maintenant, nous sommes allés quasiment dans beaucoup de villages, dans beaucoup de régions. Nous sommes en contact avec tout le monde. Et quand même, les Nigériens nous font crédit de sérieux par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Si les élections devaient se faire honnêtement aujourd'hui, je pense que le parti aurait été totalement différent. Nous avons grandi, nous avons progressé. Et je l'ai dit en décembre 2017, alors que j'étais à la majorité. Oui, j'ai dit nous avons grandi et ils sont surpris. Parce que pour eux, le seul moteur de l'action politique, c'est l'argent et beaucoup d'argent qui est tiré dans des conditions douteuses. Et c'est ça qui permet d'alimenter, d'acheter, de capter les gens. Ils ne savent pas qu'il est en train de se développer au Niger une nouvelle dynamique, certainement générationnelle, mais fortement sociologique, qui veut qu'il y ait un changement des hommes, un changement de leurs pratiques. Mais ça, ils ne le connaissent pas, ils ne l'apprennent pas, ce n'est pas dans leur ADN. Leur ADN a été un produit totalement dépassé, ils ne mesurent pas ce qui s'est passé. Et c'est ça qui fait que le parti grandit, et là, dans quelques jours, on va faire un congrès qui va consacrer la fusion avec le PND Salama et qui va mettre en place aussi une nouvelle direction nationale du parti, capable de faire le combat que nous avons choisi de faire. Je vais vous dire, quel qu'était notre parcours, quelles qu'étaient les décisions que nous avons prises, qu'elles étaient bonnes ou pas, nous nous sommes imposés une nouvelle orientation. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous voudrions que le MPN soit une force de changement. Un parti qui ne veut pas être une force de changement, de mon point de vue, il est totalement inutile au Niger et au Nigérien. Nous voulons être un parti utile. C'est vrai que c'est court comme période, c'est 3 ans, c'est même prétentieux pour nous de dire qu'on a tout compris, qu'on a tout assimilé, qu'on va assumer et corriger les erreurs ou les choses bien faites que nous avons eu à faire. Mais nous avons beaucoup appris. Et le parti est de plus en plus mature et solide. Et pour nous, c'est ça la seule motivation. Si nous ne devions pas nous porter en alternative, je pense que les militantes et les militants du MPN feraient autre chose. Pour nous, nous voudrions faire un autre projet et le porter. Je sais que c'est difficile dans ce contexte où les Nigériens, par l'usage de l'argent, par l'usage de la peur, par l'usage de l'administration contre eux, par la persécution et le harcèlement, les Nigériens sont appelés souvent à baisser les bras, à avoir peur. C'est très difficile. Vous savez que souvent, je les entends dire qu'ils ont fait 20 ans d'opposition. C'est peut-être respectable. Mais l'opposition, la vraie, que les Nigériens endurent, c'est maintenant, celle que nous endurons au Front Patriotique et au FRDDR. Nous n'avons plus un agent de l'État qui travaille. Et ils avaient des agents de l'État qui étaient à des postes très placés, très haut placés. Nous n'avons pas des opérateurs économiques qui vivent de leur activité tant qu'ils se réclament de nos partis au niveau du FRDDR ou du Front Patriotique. Ça n'existe pas. Nous sommes dans un cadre de harcèlement, d'exclusion et de persécution qui va jusqu'au planton, ou même vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer dans quelle dynamique ils s'inscrivent pour faire peur aux Nigériens. Mais ils se trompent. Ils se trompent totalement. Rien ne changera à la volonté des Nigériens de se battre pour qu'il y ait la démocratie ou pour qu'il y ait... Moi, ma conviction, elle est faite aujourd'hui. Ce système-là, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce système-là. Il est fait des hommes et des pratiques qui sont absolument nuisibles au Niger. La preuve, je ne parle pas du classement qui est fait, qui est consacré comme le plus mauvais de l'humanité. De l'IDH. Mais regardez, les Nigériens, ils doutent fortement de la capacité de ce gouvernement à leur apporter à manger, à leur apporter de l'eau, à promouvoir l'éducation et surtout à garantir l'intégrité et la sécurité des Nigériens. Malgré la bravoure, la dignité et l'honneur de nos hommes et des femmes qui sont dans le FDS. Aujourd'hui, le gouvernement qui doit organiser la protection des citoyens, nous les Nigériens, nous doutons de sa capacité à mener cette tâche à bien. C'est eux qui le disent, puisqu'ils ont mis la plupart des régions sous état d'urgence. C'est le constat qui le dit. De partout, vous avez des menaces qui sont faites à l'égard du territoire et des Nigériens. Or ça c'est une mission
importante, particulière pour un gouvernement. Lorsque le gouvernement en est incapable, il est dans la faillite totale. Aujourd'hui, ce gouvernement-là, il est incapable de garantir notre sécurité. Nous connaissons l'histoire et l'historique de notre armée, nous connaissons la dignité et la bravoure de ces hommes, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, lorsqu'un gouvernement est incapable d'apporter la solution à des préoccupations sociales, à des préoccupations sécuritaires, je dis que ce gouvernement ne sait pas où il amène le Niger et les Nigériens. Moi, je le dis parce que je viens du cadre, j'ai quitté il y a 10 mois. Et je l'ai dit lorsque même au niveau de la majorité, parce que c'est que vous savez, je suis sûr que vous avez appris, avant même que nous quittions la majorité, même à l'intérieur de la majorité, nous avons voulu constituer une plateforme alternative. Si, absolument. Absolument. On l'a entendu, oui. Voilà, et à l'époque... Mais il n'avait jamais vu le jour, ce plan. Oui, malheureusement, parce qu'effectivement, ils ont réussi à anesthésier certains qui ont peur. Et je leur ai dit à la réunion, si nous ne décidons pas de mettre en place cette plateforme alternative, demain à 19h, vous serez tous absents. Elle devait être constituée, je m'avance, hein, du MPN, oui, de Amen Amin, du RSD, et puis je crois même du RDP, je crois, non? Et de la CDS. Et pourtant, ça n'a jamais vu le jour. Oui, nous, on n'a pas changé d'orientation. Et ça n'a pas manqué. Je dis, si vous ne la décidez pas aujourd'hui, demain, vous ne revenez. Parce que je connais les mécanismes par lesquels ils tiennent certaines organisations politiques, malheureusement. Mais c'est cela, je pense que c'est tant mieux, je pense, pour le cadre démocratique au Niger, qu'il y ait aujourd'hui une fracture entre ceux qui considèrent que le Niger se porte bien et que se porte bien et qu'ils sont heureux et satisfaits de cette gouvernance, et ceux qui pensent le contraire, aujourd'hui qui sont à l'opposition et qui se battent pour faire prévaloir une autre idée. Donc moi, je suis très heureux de cette classification ou catégorisation des forces politiques. Alors vous avez quitté le gouvernement et la majorité par la volonté du président de la République, et pourtant on a l'impression qu'on ne vous lâche pas. Toujours derrière vous, et vos militants, vous-même d'abord, vos militants, le parti. Vous faites peur à qui? Mais ils savent qu'ils doivent avoir peur de nous. Ils savent. Ce sont les nouvelles idées que vous véhiculez. Qu'est-ce qui fait peur là? C'est la dynamique qui est en place au Niger et qui ne veut pas d'eux et de ce qu'ils font. C'est la dynamique, et cette dynamique nous la porterons. C'est au-delà du parti, c'est dans les ménages. C'est un combat absolument minable, mais qui ne change rien à ce que moi, c'est que ma volonté et la volonté du parti. Si je devais changer de... Et vous êtes sûr de la résistance de vos hommes, de vos militants? Absolument. Mais ils nous ont aguerris. Au début, nos militants, ils étaient assez observateurs de ce que nous étions en train de faire, parce que ils ne concevaient pas que certaines choses étaient possibles dans un cadre démocratique. Parce que cadre démocratique, il y a des valeurs, il y a des normes qui, même lorsqu'elles ne sont pas écrites, sont des normes correctes dans un système démocratique. Mais ici, face à ces partis États, il n'y a pas de normes. Il n'y a absolument aucun tabou qu'ils n'ont pas brisé, vous le savez. Est-ce qu'il y a un domaine où ils n'ont pas posé un acte que personne n'avait posé auparavant? Il n'y en a pas. Ils ont érigé même les tabous en règle de gouvernance. Tout ce qui n'était pas possible, ou même concevable dans le régime démocratique, ils l'ont fait. Mais ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'il y ait des personnes qui puissent le dire. C'est quand même ahurissant que vous veniez par le cadre démocratique et que vous estimez qu'il est possible que les gens se taisent. Il aurait fallu que vous veniez par les armes et que vous nous ayez conquis par les armes. Et même là, même lorsque le gouvernement était militaire, les gens se sont levés, ils sont opposés. Même au pharaon, les gens se sont levés, sont opposés et ils l'ont vaincu. Donc il n'y a absolument aucune possibilité qu'ils puissent imaginer un régime, une société où des gens, des hommes et des femmes vont se taire. Mais ils l'espèrent, ils la rêvent, cette société. Elle ne peut pas exister. Elle n'existera pas. Il n'y a pas une société comme celle-là où les gens se tairont. Ils auront quelques personnes qui ne diront rien, qui les accompagneront dans l'hypocrisie et dans la volonté d'avoir un peu de ressources. Mais les autres ne se tairont pas. Nous faisons partie de ceux qui ne se taisent pas. C'est pour le Niger, c'est pas pour nous. Moi, je ne sais pas qui va gagner les élections. Je ne sais pas comment ça va se faire, avec qui on va le faire. Mais je voudrais que pour le Niger, qu'il y ait une alternance démocratique vertueuse, qui fasse mieux que tout ce qui a été fait jusqu'ici. Vous répondez à une de mes questions qui arrive là. Ok. Alors, Monsieur le Président, vous êtes allé, on en a parlé tout à l'heure un peu, à la rencontre des Nigériens. Qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez compris des populations nigériennes aujourd'hui? L'exaspération. Et le fait qu'ils croient de moins en moins à la possibilité que ce gouvernement puisse changer quelque chose maintenant. C'est surtout l'exaspération. Vous avez le sentiment d'abandon. Vous avez une gouvernance totalement coupée des réalités et des préoccupations des Nigériens. Coupée même des Nigériens. S'ils allaient à Difa, ils n'ont pas le sentiment que l'État se préoccupe de leur situation.
Le gouvernement se préoccupe de leur situation. Vous avez des gens qui ont quitté leur village centenaire ou des siècles durant, ils ont vécu et leurs parents. Ils sont maintenant au bord des routes, sur des cases ou sur des tentes de circonstances qui n'ont plus aucune activité sociale, économique digne de ce nom. Ils n'ont pas accès au monde de services qui font la dignité de l'homme. Parce que l'homme, il a une dignité, c'est avoir une maison, manger, mettre son enfant à l'école, la santé, etc. Ils n'en ont plus. C'est ce sentiment qu'il y a. C'est qu'il y a un gouvernement qui est mis en place et il y a le peuple qui est à part. Et même lorsqu'il parle du peuple nigérien, je vous prie de me croire qu'ils n'en ont plus aucune information. Ils sont à milieu d'imaginer les souffrances terribles, terribles que les populations, les hommes et les femmes de ce pays endurent pour satisfaire le minimum. Le minimum. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que j'en serais incapable. Je ne suis pas à leur place, je suis allé leur parler. Ils m'ont dit, je suis allé dans un village dans la région de Maradi, aux confins de Maradi et de Tawa, et on a parlé 30 minutes. Après, un vieux m'a dit, vous savez, tous les partis sont passés ici. Mais je vais vous dire notre préoccupation. Nous, nos femmes, elles font 3 heures à l'aller, 3 heures au retour. Il leur arrive de dormir au pied du puits pour chercher l'eau et de ne pas en trouver. Ça, c'est quasiment presque 60 ans après l'indépendance. Nous ne sommes pas capables de garantir l'eau à des milliers ou des millions de Nigériens. L'eau pour vivre, nous ne sommes pas capables. De quoi est-ce qu'on va se prévaloir? Quelle fierté on a si on a un pays comme ça, 60 ans, malgré les richesses. Il y a quand même un vrai problème. Regardez ce que notre école est devenue. Donc il y a un vrai problème. Moi, ce que j'ai compris, c'est cette fracture, cette rupture entre le gouvernement et le peuple. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Peut-être que ça les aiderait à organiser des tournées comme ça et d'aller parler aux populations. Peut-être que le pouvoir perd ou crée une dégénérescence par rapport aux préoccupations du peuple. Peut-être que c'est cela, je ne sais pas. Mais il est important de savoir qu'une seule légitimité, une seule motivation. Le contrat social même, il est basé sur ça. Nous allons vous élire parce que vous avez promis de vous occuper de nos préoccupations. Absolument. Et lorsque vous n'êtes pas capable de le faire, il n'y a plus aucune raison pour que vous restiez. Et il faut créer les conditions de les faire partir démocratiquement. Mais je sais qu'ils sont conscients d'un fait. C'est leur impopularité. Et les gens sont surpris, leur obstination à garder le code électoral. C'est ça l'explication. À partir de ce code électoral, n'importe quel candidat qu'ils mettraient, si nous ne les changeons pas, ils sont sûrs de gagner. Et c'est ça justement qu'ils veulent, c'est cette confiscation. À partir de la position qu'ils ont organisé, la confiscation du pouvoir, quels que soient les moyens, par ce code, par le moyen d'une loi. C'est beau souvent de faire des choses à l'ombre et aux couleurs de la loi. Mais les lois ne sont pas toujours justes et cette loi-là n'est pas juste. Mais alors, pourquoi est-ce que vous continuez à assister à ce jeu de négociation qui vous distrait? Certainement. À la primature, on dit que le président veut ça. Après, on comprend que bon, l'aile dure du parti a pris le dessus à chaque fois. Pourquoi vous participez si vous savez que le code électoral, c'est leur bouée de sauvetage? Non, c'est clair, c'est leur bouée de sauvetage. Mais moi, je fais partie de ceux qui croient. Vous savez que nous, lorsque nous avons créé le Front Patriotique, ils nous ont conviés à 3 réunions du CNDP. Nous n'avons pris part à aucune des réunions. Et la dernière fois, j'ai écrit au Premier ministre pour dire la seule réunion à laquelle je participerai, c'est celle qui met comme ordre du jour la révision intégrale du code électoral. Il a accepté, il a écrit. Et j'ai fait le travail auprès des camarades du FRDDR pour dire que, allô, oui, nos arguments sont imparables et ils n'ont pas d'argument par rapport à ce que nous voulons. Ils vont accepter pour le bonheur du pays et pour la stabilité. Malheureusement, j'ai compris qu'ils veulent juste utiliser ça pour dire à l'étranger, voilà les discussions que nous faisons. La preuve, vous avez vu, vous-même vous êtes un peu tombé dans le piège. Lorsque les discussions ont échoué, alors que nous avons en litige 4 articles. Ils ont fait en sorte que tout le monde croit que tout ce qu'on fait, c'est lié à un seul article. Les articles de fraude, les 3 articles de fraude, les 3 articles d'exclusion, ils ont dit qu'on n'a rien d'accord, alors que c'est faux. J'ai écouté leur chef dire ça, je me suis dit, bon, oui, il ne sait pas ce qui se passe, ce qui me paraît assez grave, qu'il ne sache pas ce qui se passe et qu'il n'a pas... Ou qu'il le sait et qu'il veut manipuler l'opinion, ce qui me paraît tout aussi grave et inconséquent pour notre pays. Par rapport auquel nous avons dit qu'il faut trouver un compromis nécessaire pour la stabilité, la paix et l'inclusivité du pays. Ils n'ont pas cédé. Mais pour la communication, pour tromper l'opinion, ils ne parlent que d'une seule chose, pour croire que, bon, en fait, on a eu tout ce qu'on voulait, mais on est sur quelque chose de bien particulier et qui a rapport à quelque chose. Donc, tu vois, il y a aujourd'hui une volonté que nous avions, celle que
qui était peut-être correcte vis-à-vis de l'opinion. Nous n'aurions pas voulu que le peuple nigérien considère qu'on se bat uniquement et qu'on est incapable d'aller discuter. Oui. Et nous avons donné la preuve que nous sommes prêts à aller discuter, nous à faire beaucoup de compromis, parce que nous, c'est beaucoup de questions. Nous avions cédé pour que le compromis, qu'on puisse avoir un corps électoral valable pour tout le monde. Mais ils n'ont pas voulu céder sur les 4 articles. Donc pour vous, il est clair que vous n'arriverez pas à un consensus. Ils ne le veulent pas. En fait, ils s'amusent des Nigériens. Lorsque nous sommes... Et pourquoi vous participez à ce jeu alors? Mais en allant chaque fois à la primature négocier. Je pense que nous sommes allés sérieusement et sincèrement dans le cadre du code et du comité qui a été mis en place. Les 2 fois, nous sommes allés par courtoisie pour écouter le Premier ministre qui a appelé notre délégation. Et nous lui avons écrit hier pour lui dire que nous ne participerons pas à ces discussions tant que nous n'avons pas de propositions concrètes, sincères. Il y a beaucoup de gens qui nous font le reproche. Pourquoi vous n'allez pas... Mais si nous n'avons pas les moyens de faire prévaloir... Ça c'était avant, maintenant je crois qu'on ne fait plus de reproches. Ah, j'espère. Oui, avant. Ah oui, parce que j'espère que nous n'avons pas les moyens de faire prévaloir l'honnêteté, la transparence et l'inclusivité des élections. Si la loi était bien faite, il n'y avait aucune raison que les jeunes n'y aillent pas. Mais même si, lorsque vous allez, puisque le dispositif d'application c'est la loi, et que la loi contient des dispositions qui sont nocives, la mission serait difficile à accomplir de mon point de vue. En tout cas, c'est ça l'idée. Mais ce que je rappelle quand même, les lois électorales au Niger, je ne connais pas le nombre d'autres sont peut-être mieux connaisseurs, mais toutes les lois électorales au Niger ont été produites par le consensus de l'ensemble de la classe politique. Jamais une assemblée forte de ce nombre de députés n'a dit « je vais faire la loi que je veux et mettre les dispositions que je veux ». Jamais. Sauf avec eux. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Monsieur le Président, le Front patriotique est député allié du FRDDR. Il se trouve que malheureusement, il y a une petite guerre de leadership au sein du FRDDR. Vous le comprenez? Alors que le combat est en face, ici, on se bouffe le nez. Non, ce n'est pas dans le FRDDR qu'il y a la guerre, c'est à l'intérieur du FDR. Enfin, bon... Parce qu'il y a tellement de FF et de oui, je sais que vous perdez. En fait, c'est à l'intérieur du FDR. Moi-même, je me perds. Du FDR. Du FDR, c'est cela qui a... C'est assez dommage. Oui, mais le FDR, le FRDDR est membre du FDR. C'est cela. Bon, je ne connais pas la situation. Je crois que c'est des fronts qui viennent au FRDDR. Le FDR est un regroupement de fronts. Il y a le FRDDR, il y a le FOI et il y a le Front des non-affiliés. Absolument. Plus, je pense, quelques organisations de la société civile. C'est un regroupement de fronts. Vous vous rappelez que nous-mêmes, on voulait adhérer à l'époque, ils nous ont dit que les partis pris individuellement. Donc c'est un regroupement de fronts. Donc c'est à l'intérieur du FDR et entre 2 fronts particulièrement, je crois, ou 3, les non-affiliés, le FOI et le FRDDR, qui a ça. C'est assez dommage parce que nous avons besoin de toutes les forces pour... Il ne faut pas se tromper. Mais c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est assez dommage. Bon, moi, je ne peux pas prendre position, je ne suis pas membre d'aucun de ces fronts, mais je dois, moi, saluer le travail formidable que nous faisons avec le FRDDR depuis aujourd'hui quelques mois. Sur toutes les questions politiques, nous nous accordons à avoir la même position, avoir les mêmes représentants pour aller la défendre. Donc nous avons une alliance particulière avec le FRDDR et je la respecte, je la salue. Elle est heureuse pour l'opposition de notre pays. Et on fera le travail qu'il faut pour que tout le monde soit ensemble. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Alors, question plus générale, le deal Issoufou, Salou Djibo, vous y croyez? Plausible selon vous? Alors, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Le deal qui voudrait que Salou Djibo succède au président Issoufou, le président de la République actuelle. Le débat est partout, monsieur le président, vous ne pouvez pas le nier. Moi, je vous croyez que c'est plausible, ça? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. On vous dit d'être proche du général Salou Djibo. J'ai été sous la transition, j'ai eu des relations très proches avec le président Salou. Même après, avant que je vienne au gouvernement. Je suis membre de sa fondation. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'un deal entre... Je veux accepter que vous ne voulez pas répondre à cette question. Alors, comment voyez-vous 2021, franchement? Très inquiet. Moi, je suis très inquiet. Oui, je pense que le parti État ne veut pas organiser des élections sincères et crédibles pour nous. Je suis absolument convaincu. Pour organiser des élections au Niger, c'est assez facile. La tradition du consensus, on l'a acquise depuis très longtemps. Il suffit juste d'y revenir, de se mettre sincèrement et de créer
l'inclusivité. Aujourd'hui, vous avez une CENI qui, aux ordres, je ne sais pas de l'injure, c'est assez poli de ma part de dire ça, qui prend des ordres, possiblement de quelqu'un qui peut être candidat d'un des partis. Vous avez une composition mono-partisane. Vous avez un processus conduit exclusivement par le parti État. Donc c'est pour cela que j'ai dit cette CENI, à mon avis, elle n'est digne que d'organiser les primaires de ces partis. Du PNDS. Telle qu'elle se comporte là, elle ne peut organiser que les primaires, mais pas des élections pour le peuple nigérien. Parce que vous ne pouvez pas organiser des élections pour le peuple contre une grande majorité de ce peuple. Nous sommes plus de 100... Vous l'avez dit au président de la CENI, ça? Je ne lui ai pas dit, il l'entendra aujourd'hui avec votre télé. Je ne lui ai pas dit, il sait que je le respecte beaucoup, mais je pense qu'il est dans un cadre qui pose problème aujourd'hui, qui a de moins en moins le respect des partenaires. Il le sait très bien. Cette CENI-là n'est pas une CENI qui est acceptée par les Nigériens. La preuve, c'est la seule qui a cette mésaventure-là, où elle est boycottée depuis quelque temps, qui fonctionne comme ça, ou dont la composition est une composition monopartisane. C'est cela. Donc je le dis avec beaucoup de respect, mais je dis que cette CENI n'est pas qualifiée pour organiser... Vous êtes inquiet pour 2021? Je suis très inquiet. Puisque la clé pour que nous puissions organiser le passage démocratique tant souhaité du pouvoir, c'est que les élections se passent très bien. Mais pour que les élections se passent très bien, il y a des conditions. La première condition, c'est l'inclusivité. C'est ça que nous avons hérité, c'est l'inclusivité. Aujourd'hui, vous avez que 3 partis à la CENI. Vous avez 117 qui ne savent pas ce qui se passe. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous avez un code électoral taillé sur mesure, où il n'y a aucun argument pour défendre les modifications qu'ils ont apportées et qui justifient l'exclusion des partis et des candidats potentiels. Il n'y a aucune argumentation. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux camarades du FRD. Allons aux discussions, parce que je sais que moi, ils n'ont pas d'argument pour s'opposer à ce que nous sommes en train de demander. Ce que nous demandons, s'il n'y a rien de nouveau, c'est ce qui se faisait et dont ils étaient fiers, qui leur a même permis d'arriver au pouvoir. Mais je sais que 10 ans de pouvoir, ça use. 10 ans de mauvais pouvoir, ça rend impopulaire, et c'est ce qui leur est arrivé, et qu'ils ont besoin plus que d'autres choses en 2020 ou 2021 pour aller aux élections. Ils sont incapables d'affronter des élections honnêtes et transparentes. Ils seront battus. Ils ne voudraient pas être battus. Alors, Monsieur le Président, le Front patriotique a connu... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai que c'est dommage. C'est inédit, non? Oui. En tout cas, c'est dommage. Nous avons perdu deux camarades qui étaient avec nous à la création du Front. Bon, c'est les responsabilités de savoir pourquoi ils ont quitté. Moi, je ne connais pas la raison. Nous, quand on a créé le Front, on était d'accord sur 2 choses. À peu près, se mobiliser pour une alternance démocratique dans ce pays, et puis se battre dans toutes les luttes pour la gouvernance, les droits et les libertés. Bon, apparemment, je ne sais pas, c'est à eux de répondre, mais c'est dommage pour moi qu'ils soient partis. De l'autre côté, c'est leur choix. Chacun assume ce qu'il fait. Mais le Front est là. Vous savez, le Front, on est 12 organisations. Vous n'avez pas le sentiment d'être un peu abandonné? Bon, pas moi, personnellement. Moi, je ne sais pas. Il arrive que des gens... En vérité, c'est leur choix. Je pense qu'ils assument les conséquences et le libre choix de ce qu'ils ont fait. Moi, je n'ai jamais commenté pourquoi ils sont partis. C'est à eux de dire aux Nigériens pourquoi ils l'ont fait. Mais nous, au niveau du Front, nous sommes une 12aine d'organisations. 2 sont partis, il reste encore 10. On s'y tient bien et on ne change pas par rapport à ce qu'on a décidé de faire ensemble. Monsieur le Président, en 2004, au cours du processus électoral, dans un échange, on va dire, d'amitié, entre le président Mahaman Ousmane et Issoufou Mahamadou, le président Ousmane posait cette question au président Issoufou Mahamadou: pourquoi tout le monde vous quitte, Monsieur le Président? C'est cette question qu'il lui a posée. Il y a eu un échange, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode. Non, je me rappelle. Il y avait une question d'enveloppe à la maman de Ousmane. Ah oui, j'ai suivi, c'était il dit la question, c'est pas ça, mais c'est de se poser pourquoi tout le monde quitte le président Issoufou. C'était assez triste cet épisode. Ouais. Alors est-ce qu'on peut dire, je fais mienne cette question de maman Ousmane, pourquoi ils vous ont quitté? Bon, eux, ils vont répondre, ils sont 2 qui ont quitté. Mais vous, quand même, mais pourquoi on vous quitte alors? Non, moi je sais pourquoi. C'est vous qu'on a quitté ou c'est le Front? Non, moi je sais pourquoi. Non, tout le monde sait pourquoi. Dites-nous. Non, la situation elle est très claire. Il y a un choix, ou faire le combat, ou s'allier au gouvernement qui est en place et qui est assez confortable. Je pense que les gens ne se posent pas la question pourquoi d'autres quittent. C'est la responsabilité, c'est à eux de dire pourquoi. Mais moi, je ne serais pas surpris que d'autres personnes quittent ou tombent ou rendent les armes en cours de chemin. C'est un combat. Ça ne sera plus votre cas?
Est-ce qu'en 2021, Non. on ne vous retrouvera pas avec le PNDS? Moi, je suis convaincu que ce système est mauvais. Et je travaillerai. Même si le MPN vous y pousse? Le MPN a choisi de combattre ce système et ses pratiques, ses tares et tout ce qu'il comporte. C'est ça notre choix. Je vais inverser la question, l'autre question. D'accord. Pourquoi on fait quitter tout le monde autour de vous? Ah, il semble qu'on donne de la valeur aux gens quand ils viennent. Je ne sais pas pourquoi on le fait. Parce qu'on a l'impression qu'on les a embauchés, vos deux camarades, vos deux anciens camarades. On vous les a arrachés, non? Oui, ils ont discuté. Moi, je ne connais pas le processus de leur départ. J'ai fait le constat qu'ils sont partis. Mais moi, je suis resté fidèle à ce qu'on a dit lorsqu'on a créé le Front Patriotique. Vous savez, une des choses par rapport auxquelles j'ai décidé de contribuer fortement, c'est de donner la crédibilité à la parole politique. Vraiment. C'est mon choix. C'est une des leçons que j'ai apprises. Le plus grave et le plus dur pour le peuple ou pour l'opinion, c'est pas tant que ce que vous pouvez faire pour eux, c'est que ce que vous dites correspond à ce que vous faites. Nous, au MPN, j'ai fait fi de ce qui s'est passé avant. Au MPN, c'est notre orientation. Maintenant, faire ce qui correspond à ce qu'on dit. Et c'est dur. C'est très dur. Si vous n'êtes pas dans les organisations politiques, vous ne pouvez imaginer le nombre de pressions qui sont mises et les tentations qui sont créées pour que les gens cèdent. Il y aura toujours des hommes et des femmes qui céderont. Mais heureusement, il y aura toujours encore plus des hommes et des femmes qui se tiendront debout. Moi, je n'ai pas commenté le départ d'Adal et d'Abdoul. Jamais je ne l'ai fait. Vous avez vu, même lorsque lui, Dr Adal, est parti, le lendemain, quand on l'a remplacé par Abdoul, notre comité était clair, c'est que nous avions pris acte de son départ et que nous avions exclu son organisation. Lorsque Abdoul a quitté, je n'ai jamais dit quoi que ce soit. Parce que je pense, au fond, au début et à la fin de toute décision, c'est celui qui l'a prise qui doit assumer les conséquences et la justifier. Monsieur le Président, c'est sur ces propos que nous allons clore cette émission face à face. Non, moi je ne voudrais pas que vous clôturiez ça sur ça. Non, moi je veux que vous la clôturiez sur un appel à la résistance. Je vous assure, je vous prie de croire que ce pays se porte très mal. Je ne demande pas aux gens de me croire parce que je suis dans l'opposition et que je suis au MPN. Je demande aux gens de me croire parce que je sais ce qui se passe. Parce que je sais que les difficultés des populations, les menaces qui pèsent sur notre pays ont besoin d'une autre gouvernance et d'un autre système plus solide, plus rigoureux avec les intérêts des Nigériens. Je voudrais les appeler à la résistance et à se battre, à se mobiliser. Vous savez, la recherche du bonheur personnel, c'est un droit qui ne vous est pas possible lorsque la gouvernance est défectueuse. La recherche de la sécurité, de la souveraineté, de l'intégrité d'un pays et d'un territoire, c'est un droit extrêmement important qui ne vous est pas garanti lorsque la gouvernance est défectueuse. Aujourd'hui, cette gouvernance, elle est défectueuse. Il n'y a pas de solution. C'est les Nigériens qui vont imposer un nouveau rapport de force, une nouvelle orientation. Peu importe qu'il soit du MPN, qu'il soit société civile ou qu'il soit d'un autre parti, je veux qu'il s'élève une vague démocratique qui va imposer un autre comportement à ce gouvernement et qui va insuffler et suggérer un changement dans les mois à venir démocratiquement. C'est le président du mouvement patriotique nigérien, M. Ibrahim Yacouba, en long et en large, on va dire. Monsieur le président, merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.